Alors, savez-vous qui est Chéri Samba? Évidemment, c'est le titre d'une chanson que nous venons d'écouter du célèbre Taboulé, chanson qui a eu beaucoup de succès et qui lui a permis donc de faire un concert à l'Olympia dans les débuts des années 70, le premier Africain à faire un concert à l'Olympia, c'était donc ce chanteur Taboulé. Mais ce n'est pas de lui que nous allons parler, ni de la chanson Chéri Samba, mais d'un autre Chéri Samba qui est un artiste peintre, originaire du même pays que Taboulé par ailleurs. Ce pays, c'est la République démocratique du Congo. Chéri Samba, qui s'appelle Samba au départ, c'est son nom de famille, mais qui a ajouté Chéri à côté en hommage à cette chanson, et puis parce que ça collait assez bien à ce qu'il voulait. Voilà l'œuvre de ce cher artiste. Bon, l'image ne va pas être bien terrible, malheureusement. C'est le type d'œuvre qu'il fait. Voilà, c'est un artiste qui peint la société, comme on dit. Et cette œuvre, par exemple, c'est une œuvre qui représente il est assis sur un pneu, il est en train de manger, ça se voit pas très bien, mais je vous prie de faire une recherche, de taper Chéri Samba, et vous allez trouver. Donc là, il est en train de manger sur une assiette posée sur un crosse de fusil qui perce le dos de cette dame et qui pointe le canon vers un autre groupe au fond qui est en train de manger également attablé quelque part. L'œuvre s'appelle J'aime son dos, évidemment ça parle du dos, mais il y a les fesses qui sont proéminentes à côté, très sexualisées, où la ceinture descend même en dessous du pubis, comme vous le voyez. Il y a plusieurs images dans l'image, il y a plusieurs points, il y a plusieurs choses à définir. C'est assez curieux le travail de Chéri Samba. Il y a la sexualisation. Est-ce une prostituée? Pourquoi tient-elle un fusil? Pourquoi le fusil lui traverse-t-il le dos? Ce qu'il est en train de manger est nommé, parce qu'il y a des petites étiquettes au-dessus qui vous disent le nom de ce qu'il y a dans son assiette, ce qui se fait rarement. Il y a beaucoup de langage, il y a beaucoup de texte, même sur les petits paquets, les sacs des gens qui sont au fond, il y a également du texte. Voilà, c'est un peu ça l'œuvre de Chéri Samba, c'est assez complexe. Complexe ne veut pas dire profond non plus, complexe ne veut pas dire profond, et c'est ce que je n'aime pas chez Chéri Samba. Donc c'est pas un artiste que j'aime particulièrement. Bien au contraire, c'est un article que je critique assez énormément. D'abord parce que ses couleurs, il utilise des couleurs brutes. C'est quelqu'un qui ne fait pas de mélange de couleurs, mais ça c'est un reproche qu'on peut faire à 99% des artistes africains. Ils achètent des pots de peinture et ils peignent avec les couleurs qu'ils ont. Le vert c'est le vert, le bleu c'est le bleu, le rouge c'est le rouge, l'orange c'est l'orange. Il n'essaie pas de faire des mixtures pour nous sortir des couleurs à lui, un univers à lui, une espèce de monde à lui, non. Ensuite, ces œuvres ressemblent beaucoup à des bandes dessinées. Ce sont des plages de bandes dessinées avec des écrits, avec des langages. Il utilise beaucoup les bulles. Vous savez, les bulles de réflexion où on écrit des mots, des phrases à l'intérieur, où on dessine quelque chose qu'il veut représenter, qui se trouve dans la pensée de cet individu-là. Et bien souvent, c'est pas suffisant. Il écrit encore des textes. Donc, dans une de ses œuvres, qui s'appelle les mauvaises relations ou les relations toxiques, vous la trouverez en tout cas. Dans cette œuvre-là, il y a une espèce de jambon qu'il est en train de découper, il y a des visages de gens, et à côté de chaque personne, il écrit escroc. Il écrit des choses sur les visages des gens, ce qui est assez curieux. Assez curieux parce qu'en fait, j'attends d'un artiste qu'il me montre si la personne qu'il est en train de montrer est gentille ou méchante, mais qu'il me le représente, qu'il me le dessine. S'il veut me l'écrire, vous voyez, on est un peu dans... Même dans le dessin animé, on n'écrit pas qu'un policier est policier. C'est parce qu'on l'habille en policier qu'on a compris qu'il est policier. Mais lui, il écrit. Et je ne vois pas que ça apporte quelque chose de plus, mais au contraire, c'est comme un rattrapage de l'artiste qui n'a pas eu suffisamment d'imagination pour être représentatif, parce que l'art l'art pictural, c'est pour représenter quelque chose et non pour l'écrire. Voilà. Et parfois, c'est des textes entiers que vous avez en dessous, mais c'est un artiste africain parmi les plus cotés. Vous le trouvez vraiment en exposition un peu partout. J'ai déjà vu à Bruxelles, il y a une vingtaine d'années, et là, je le revois ici, et parfois, il se retrouve à New York, un peu partout. Il a des œuvres, des tableaux qui se vendent jusqu'à 100 000 euros. Donc, c'est un maître. Mais bon, moi, je n'apprécie pas parce que rien que dans l'œuvre que je viens de vous montrer, je ne vois même pas le lien entre chaque groupe de personnages, entre chaque
image entre chaque représentation avec les autres. Je ne vois pas le lien entre le fusil et la femme, pourquoi elle est percée dans le dos, pourquoi elle n'est pas percée aux fesses ou dans la tête. Je ne vois pas le lien entre cette hypersexualisation, ce pantalon descendu en dessous, est-ce une prostituée? Qu'est-ce qui le montre? Pourquoi a-t-elle un fusil menaçant les autres qui sont en train de manger à côté? Peut-être parce qu'ils sont en train de manger l'argent du peuple, ils sont assis sur des sacs, mais lui-même à l'arrière est en train de faire la même chose. Est-ce que ça veut dire que tout le monde exploite cette femme pour sa sexualité? C'est vraiment difficile à lire et parfois vraiment il n'y a pas vraiment de lien, il n'y a pas vraiment de rapport, il n'y a pas vraiment... c'est assez difficile, enfin c'est assez difficile, c'est peu profond. Même si on dit qu'il raconte la société, moi je n'aime pas, je ne trouve pas. Mais au moins il est contemporain, il est urbain. Il raconte une société urbaine qui est la sienne. Mais je vais aller quand même à son exposition. Vous allez me demander pourquoi. Mais tout simplement parce que j'ai envie d'y emmener mes gosses, j'ai envie de leur montrer ce que l'on fait en Afrique, parce qu'ils ont le droit également d'avoir leur propre opinion et d'avoir leur représentation des œuvres, comment ils se passent, parce qu'il faut bien faire l'éducation de l'art des enfants. Mais comme je disais, lui au moins il est urbain, parce que la plupart des artistes africains, ce n'est pas de ça que nous allons parler, le sujet du thème c'est la dialectique, mais c'est une dialectique, nous allons nous baser sur l'art, parce que moi je suis quelqu'un de, comment dire, de spontané, c'est parce qu'il s'est passé un échange qui m'a donné envie de vous parler de cette dialectique. C'est très important pour aider à réfléchir, pour aider à construire une analyse sur quelque chose. Alors vous avez donc l'art africain aujourd'hui, la plupart du temps n'est pas contemporain, n'est pas urbain. Vous savez, les artistes depuis toujours représentent quelque chose qu'ils ont dans leur pensée ou dans leur vision ou dans leur souvenir, ou alors vont s'asseoir quelque part pour peindre ce qu'ils ont en face d'eux, un pont, une ville, une scène de marché, quelque chose. Mais les artistes africains, dans leur immense majorité, peignent des scènes anciennes, des scènes de village, des scènes qui n'existent pas sous leurs yeux, des scènes de nature. On va peindre une forêt, on va peindre un fleuve, on va peindre des animaux, on va peindre des choses en fait qui ne font pas partie de leur environnement immédiat, des choses qu'ils ne voient pas, des choses qui parfois ils n'ont jamais vues. Je prendrai l'exemple d'une artiste congolaise qui est très cotée également, dont j'ai fait un vernissage une fois. Je suis arrivé au vernissage et je lui ai posé la question, mais madame, je ne comprends pas. Vous êtes née dans un quartier populaire de Brazzaville. Là, je parle du Congo-Brazzaville cette fois-ci, hein. Il y a deux Congos, je rappelle bien. Vous êtes né dans un quartier populaire de Brazzaville qui s'appelle Makelekele. Un quartier où vous ne dépassez pas 4 ou 5 maisons sans tomber sur un commerce de beignets, de friperies, sans tomber sur un atelier de mécanique, de soudure, de menuiserie, ils sont tombés sur une église de réveil, ils sont tombés sur... C'est un quartier, sur un bar, C'est un quartier extrêmement animé, extrêmement populeux et populaire, où il y a tellement de choses à raconter ou pas à raconter, ça, c'est pas le problème, mais c'est là que vous êtes né. C'est là que vous avez grandi, c'est là que vous avez commencé à peindre, et vous êtes parti de là pour aller en Europe. Je crois qu'elle habite en Belgique, son mari est belge. Et ensuite, vous avez ensemble commencé, vous avez continué à promouvoir votre carrière, ce qui est magnifique et parfait. Elle est reconnue également à travers le monde. Mais tout ce que vous peignez, vous ne le connaissez pas. Vous n'avez jamais été dans cette Afrique profonde. Vous n'êtes pas assez vieille pour avoir vécu un monde sans technologie, un monde sans civilisation, un monde sans... où vraiment, si vous voyez quelque chose qui passe de l'œuvre de l'homme, ça va être une pirogue qui est... mais un tronc d'arbre à peine creusé, c'est-à-dire les oiseaux en picorant l'arbre font le même trou. C'est vraiment aucun apport technologique d'aucune manière. C'est ça que vous peignez, mais vous ne connaissez pas ça. Pourquoi vous reconnaissez-vous, vous mettez-vous dans la légitimité de pouvoir faire ça? C'est malheureusement ce que l'on retrouve beaucoup chez les artistes africains. Ils peignent un imaginaire. Ils peignent... euh, ils sont bloqués dans cette idée d'une Afrique qu'ils n'ont même pas vue, qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils se sont enregistrés dans la tête comme si l'évolution n'appartenait pas à l'Afrique, l'évolution appartenait à d'autres sociétés. Des artistes urbains qui vous peignent la ville, la cité, la prostitution, la drogue, les bars, comme Chéri Samba, il n'y en a pas beaucoup. Sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu le point positif que je lui accorde. Voilà. Mais cette histoire de peindre le passé a des conséquences. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée dans une école qui est très intéressante, dans une école de banlieue à Montreuil. La maîtresse d'une classe d'enfants qui avait 5 ans, Montreuil est une ville cosmopolite où les enfants sont de plusieurs origines diverses.
La maîtresse va demander à ses enfants pour le dernier jour de classe de peindre une image qui représente leur pays d'origine et on va afficher ces images dans le couloir lorsque les enfants viendront, les parents viendront prendre les enfants pour la dernière fois. Alors vous avez là des enfants qui viennent d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, d'Asie également, des franco-français, mais peut-être pas très nombreux, mais il y en a. Vous avez des enfants qui viennent de partout. Alors, les enfants ont 2 heures pour faire un dessin, mais ils vont se mettre à peindre, à écrire, à dessiner, à colorer. Le résultat rendu, tout est publié dans les couloirs. Et bien, quand vous allez voir les tableaux des petits maghrébins, qu'est-ce que vous avez? Non, d'abord, commençons par, à tout seigneur, tout honneur, des, des franchouillards, des souchards, comme on dit en Suisse. Vous avez là des tours Eiffel, mais alors là, tout s'est inspiré par la tour Eiffel, mais personne ne pense à l'Arc de Triomphe, personne ne pense à tout ça. C'est la tour Eiffel qui est dessinée de partout, toute scintillante. Il y en a qui la colorient, il y en a qui font plutôt attention au jardin à côté, hein, le champ de Mars. Il y en a qui, voilà. C'est vraiment tous été inspirés par cela. Vraiment, pratiquement pas d'exception. Quand vous allez chez les jeunes, chez les enfants, chez ces jeunes enfants, chez ces petits enfants de 5 ans, vous allez chez les Maghrébins, bah alors tous inspirés par des mosquées. Magnifiques mosquées avec des minarets les uns plus insolents que d'autres. Parfois, on a pensé à mettre la Kaaba au milieu pour bien montrer que c'est la Mecque. Mais alors, tous étaient inspirés par des mosquées. Les petits-enfants indiens, mais c'était le Taj Mahal, mais évidemment, avec ses jardins, ses jets d'eau, ses statuettes, etc. Vous allez chez les Chinois, vous imaginez les pagodes avec des enroulements impossibles, des dragons, etc. Mais les petits enfants africains et antillais, peut-être majoritaires, peut-être la moitié de ce qu'on pouvait trouver dans cette salle, vont vous représenter des cabanes, des huttes, des maisons en pisé. Alors la question va se poser, ces enfants 5 ans, pour la plupart sont nés à Montreuil, pas tous sont nés à Montreuil. Peut-être 1 sur 10, parce que s'ils étaient 25, peut-être 3 ont déjà à 5 ans fait le voyage de vacances au bled. Les autres sont là, ils le feront un peu plus grand. Mais d'où leur viennent-ils ces représentations de leur pays qu'ils n'ont jamais vues? Parfois ils sont de la 3e génération à vivre en France, en métropole. Mais d'où leur vient-il cette représentation? Eh bien, c'est le même mécanisme hein, que pour nos artistes peintres. En fait, un artiste plastique, c'est un conteur de la société. C'est quelqu'un qui est là pour vous conter la société. Mais c'est la même représentation au fond. Ça vient, probablement, me dis-je, de toutes ces images que les parents leur mettent sous le nez comme représentation de leur pays. Chez les jeunes maghrébins, vous entrez, bien souvent, vous avez la représentation, la grosse image de la cité, comment vous appelez ça déjà, de la Kaaba. Vous avez de la Mecque. Vous avez ça au salon. Si vous n'avez pas ça au salon, vous avez ça chez une cousine, chez une tante. Vous allez voir ça 3 fois répété dans votre vie dans la semaine. Ou alors au kebab, où on va souvent chercher papa. Voilà, donc vous avez ces images qui vous sont là, qui vous disent que dès que vous voyez ça, papa va sûrement parler en arabe avec ces gens-là. Quand vous voyez ça, ça veut dire qu'on est chez des gens qui sont proches, ça pourrait être des cousins, ça pourrait être des gens du même village au bled. Donc c'est ça votre univers, et ça vous le construisez dès que vous avez quelques mois. À 9 ans, 10 ans, à 9 mois, à 12 mois, à 15 mois, les odeurs, les parfums sont déjà enregistrés. On dit même qu'ils le sentent depuis le ventre. Donc ça ne fait que rentrer. De même pour les Indiens, hein. Il n'y a pas un restaurant indien sans le Taj Mahal, il n'y a pas les films indiens qu'ils regardent à la télévision, tout ça, ça vous met dans la tête. De même pour les petits Africains, c'est la même chose. Quand les parents vont au pays, au bled, ils amènent aussi des tableaux, ces petites babioles qu'on vend à l'aéroport, ces petits trucs que l'on vend dans les marchés pour touristes, ça représente quoi? Ça représente des villages anciens avec des scènes de village, des scènes de marché, des scènes de pêche, de chasse, des animaux, etc. Des petits masques qui représentent des fétiches, qui représentent des
des scènes anciennes, un chasseur qui tient une sagaie, etc. C'est ça que ça représente. Ben, ces parents-là, pourtant, qui sont d'immigration urbaine, hein, l'immigration en Europe est une immigration quasi toujours urbaine. Il n'y a pas d'immigration vraiment rurale, parce que les ruraux en Afrique, ils migrent vers les grandes villes ou alors vers les pays voisins, mais ils ne migrent pas vers l'Europe. Ceux qui migrent vers l'Europe, c'est un pourcentage affolant des urbains. Donc, c'est des gens qui ont connu les graisses de voiture dépannées à même la rue. C'est des gens qui ont connu les petits maquis où on vend des beignets haricots. C'est des gens qui ont connu vraiment la vie urbaine, voilà. Et ils n'ont pas connu cette vie-là, dont ils se focalisent comme étant représentatifs de l'Afrique. Et quand vous sortez les enfants pour les emmener quelque part, c'est pour aller voir des gens qui jouent au tam-tam, hein, c'est pas pour aller voir des guitaristes. Non, 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 ça c'est la vie, c'est la mauvaise vie, ça. C'est pour aller voir les tam-tam, c'est la vraie Afrique. La vraie Afrique, c'est pas des gens qui se coiffent. Non, 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 c'est des gens qui ont des locks, qui ont des. Voilà, c'est un peu une image qu'on se met comme ça quand on se met aux enfants, parce que ces babioles-là seront affichées à la maison, seront affichées au salon, seront exposées et seront représentatives donc de ce que l'on conçoit comme étant l'Afrique, la vraie, la réelle, celle où il n'y a pas d'apport technologique. Mais tout cela a des conséquences. Tout cela a des conséquences parce que ces enfants ne vont pas grandir avec le même apport à la civilisation. Ils ne vont pas grandir avec le même rapport à la science. Il y en a qui vont penser, parce que les autres amis ils ont vu aussi ce que les Africains peuvent avoir comme représentation d'eux-mêmes, qui vont penser que ben, la technologie, les grandes maisons construites, les grands immeubles, les grands bâtiments, c'est pas pour les Africains. Les autres, les Chinois, vous allez les voir dessiner des immeubles avec des TGV aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est intégré que quand ils sont allés au pays ou quand on leur montre, parce que les parents sont fiers de la Chine qui se développe aussi, donc ça parle beaucoup de ça met beaucoup de choses de ça, mais qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Qu'il y a des TGV en Chine, qu'il y a des immeubles magnifiques, qu'il y a de la technologie, qu'il y a de ceci, hein, que TikTok c'est chinois. Voilà, donc ils vont mettre ça en avant, ce que les Africains ne vont pas faire. Alors qu'ils ne connaissent pas cette vie d'avant la technologie qui va très vite, parce que tout humain est technologique, tout est technologique. Mais ils ne connaissent pas ça, et donc ils ne vont pas mettre ça en avant, et ils vont s'enfermer là-dedans. Mais c'est aussi ce que ceux qui achètent l'art en Afrique veulent acheter, c'est-à-dire les Occidentaux, qui souvent, parce que les Africains achètent très peu d'art, les Africains consomment très peu d'art, ils ne sont pas vraiment intéressés, et donc on va offrir aux gens ce qu'ils veulent bien acheter. J'étais en Afrique, regarde le tableau, pourtant les personnes qui l'achètent étaient en ville où il avait d'autres conditions citadines, mais l'Afrique, c'est ça, c'est cette Afrique arriérée. Donc, on est un peu bloqué là-dedans, on est un peu bloqué dans cette image, et c'est très dangereux. D'ailleurs, moi, je le critique profondément. D'ailleurs, c'est malhonnête. Un artiste nous peint ce qu'il y a dans sa mémoire, ce qu'il y a dans sa vision, ce qu'il lit dans son histoire, parce qu'on peut être du 21e siècle et écrire un livre, et écrire une peinture sur Jésus qu'on n'a jamais vu. Mais c'est un récit qu'on a, etc. On peut très bien aussi essayer d'imaginer cette Afrique primaire, cette Afrique coloniale, cette Afrique, on peut tout à fait l'imaginer, c'est tout à fait admissible et libre. Mais toutefois, quand on fait toute sa carrière là-dessus, et quand on n'est pas seul, quand on est 10, 15, 20, 30, 50, on ne faire que ça, que la nature brute, que un bateau moderne en Afrique ou un truc, c'est mauvais, ça commence à être vraiment un problème psychologique à soigner. Et bien, Chéri Samba est un des artistes urbains, voilà, qui peint toute la saleté de la ville, toutes les relations sociales difficiles, les guerres, voilà. Là, de ce côté-là, je lui donne un bon point, mais je n'aime pas sa technique, son style, son style pictural, je n'aime pas j'ai pas de complexité du message en fait, c'est même l'illisibilité de dizaines de messages avec sans doute des choses qu'il met à l'intérieur et dont il n'a pas pensé qu'il n'y a pas de lien quoi, qu'il n'y a pas de lien, c'est-à-dire que dans une seule œuvre, j'aurais pu si j'étais très avancé technologiquement à vous mettre des images ici qui allaient monter et commenter tableau par tableau, mais je vous en prie, allez chercher les tableaux de Chéri Samba et je vous en prie, essayez de me comprendre ces tableaux-là. Voilà, des fois il y a des mots en lingala, il y a plein de choses, non, mais j'irai voir Chéri Samba ce week-end avec les gosses, pour eux, pour voir ce qu'ils vont regarder. Moi j'ai aimé l'art parce qu'on m'a emmené sans m'expliquer. Hein. Aujourd'hui c'est musée, on arrive, vous regardez, et puis tout simplement tu te fais ton truc, mais j'ai commencé à comprendre un peu plus tard. Et j'ai commencé à lire aussi pour comprendre. Parce que les choses ne s'acquièrent pas aussi facilement, et c'est peut-être. Les choses ne s'acquièrent pas par soi, mais par une certaine technique d'approche, de critique, d'analyse, et c'est ce qu'on appelle la dialectique. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui?
J'ai tout simplement, donc en parlant de cette exposition, j'ai annoncé que j'y allais juste pour faire débat. Et j'ai dit que je devais y emmener les enfants. Mais bon, j'ai fait mon petit résumé de ce que je n'aime pas dans l'œuvre de Chéri Samba. Et je l'ai fait sur ma page YouTube, qui existe depuis 15 ans. Et que j'ai pensé enfin mettre. J'ai changé de nom il y a une semaine. Donc ça s'appelait Hervé Maïka. Ça s'appelle toujours Hervé Maïka, mais auquel j'ai ajouté Université Populaire. Donc pour ceux qui ne se rappelleront pas de mon nom ni de l'écriture assez complexe, c'est vrai, je vous l'accorde, non qu'à mettre Université Populaire étant au-dessus. Et dans cette critique de Chéri Samba, j'ai mis la phrase enfin, j'ai fait une critique de Chéri Samba, mais tout en disant que je vais y aller. Mais c'est pas un artiste qui m'enchante à la base. Et puis j'ai eu des commentaires. Parmi les commentaires, il y en a deux tout particulièrement. En fait, d'abord, peut-être qu'il faut parler de l'histoire de l'université populaire. Hein. Mon idée, c'est simplement d'emmener les gens à avoir des débats beaucoup plus académiques, hein, qu'on n'ait plus à discuter, qu'on n'ait pas à discuter des opinions des uns des autres, parce que la Terre entière a des opinions, et le monde n'est pas fait d'opinions comme on essaie aujourd'hui de nous le faire croire. Vous voyez, il y a une vague de pensée dans les réseaux sociaux et dans les milieux africains surtout, comme si voilà, les réseaux sociaux ont libéré la parole, et comme ils ont libéré la parole, toutes les paroles se valent. Quelqu'un qui est sur le terrain, vous avez des journalistes, par exemple, sur les guerres, qu'il s'agisse en Afrique, qu'il s'agisse en Israël, qu'il s'agisse en Ukraine, il y a des gens qui sont sur les terrains, il y a des gens qui sont formés d'abord à ça, qui sont formés aux enquêtes, qui sont formés à savoir faire la part des choses, à comparer deux visions, à les recouper, à faire attention à un certain nombre de choses, à avoir une connaissance historique, sociologique, politique du lieu où ils sont, économique, éco-politique de ces questions-là, ce qu'ils font tous les jours, parfois ils ont 15 ans, 20 ans, 25 ans de métier. Ils ne sont pas seuls sur le terrain, donc ce qu'ils vont voir, ben, quelqu'un d'autre l'a forcément vu sous un autre angle. Et donc, ben, heureusement qu'il y a la liberté de presse, donc il y a des centaines de journaux qui vont le faire et qui vont se recouper plus ou moins parmi des angles. Ceux qui vont se retrouver isolés, ben, on va les écarter, et il y en a qui vont aller à peu près dans le même sens. Donc, c'est ceux-là qu'on va dire que voilà l'histoire qui est en train de s'écrire dans cette guerre en ce moment. Mais à côté, vous avez des gens donc je reprends tout ce que je viens de dire à l'inverse, qui n'y sont jamais allés, qui ne connaissent pas les techniques d'investigation, qui ne connaissent pas l'histoire de manière professionnelle de ces lieux-là, qui ne connaissent pas la sociologie, l'économie politique, qui ne vont pas discuter avec tous ces gens-là, mais qui vont vous multiplier des vues parce que ce sont des bons parleurs et qui vont vous dire que tout ce que ceux qui connaissent disent monte, voici la vérité que moi je vais vous raconter. En prenant des exemples à l'emporte-pièce, en prenant des trucs, et donc tout ça, ça donne l'impression que le monde en fait ne fonctionne que d'opinion, quoi. D'opinion en fait. On peut vraiment ne rien savoir de rien, mais comme on a une opinion à exprimer, ça vaut le dernier prix Nobel, le professeur le plus titré, etc., etc. Donc c'est un danger dans lequel nous sommes en train de partir et nous le remarquons beaucoup, notamment dans les lives que j'organise. Il y a de plus en plus de gens pour vous expliquer que le mal de l'Afrique sont les gens qui sont allés à l'école, sont les intellectuels, eux ils appellent, parce qu'en Afrique on appelle tout le monde qui a au moins un bac plus 3 un intellectuel. Ça aussi c'est grave, tout le monde veut être appelé intellectuel, donc je suis un intellectuel, c'est souvent parce qu'on parle en français où on peut aligner des mots plus ou moins corrects, plus ou moins exacts. Alors, donc je vais quand même faire le résumé pour essayer de rappeler quand même ce que c'est qu'un intellectuel. En fait, un intellectuel est une personne dont le métier, la passion, l'art, l'expression, consiste à analyser, à discuter des faits sociaux, politiques, voilà, de tout ce qui se passe sur la Terre. C'est quelqu'un, souvent dans le métier, le porte à cela. Donc c'est bien souvent des journalistes éditorialistes, pas tout le monde qui travaille dans un journal, mais bien souvent des journalistes éditorialistes ou des journalistes recoupent leurs pensées, non pas pour être sur les faits eux-mêmes, les faits leur permettant de créer une analyse de situation qui leur est propre, mais en se basant sur une bonne connaissance des faits, des ressorts, comme on a dit, économiques, historiques, politiques, philosophiques, voilà. En associant toutes ces questions-là et en lisant les autres, en se comparant à ce que les autres ont pensé, produisent une pensée sociale. Voilà ce que c'est qu'un intellectuel. Un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui lit bien, qui parle bien, qui a été à l'école, ce n'est pas ça un intellectuel. Le mot intellectuel est né à la fin du 19e siècle hein, avec l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire que c'est ce juif qui avait été accusé de trahison envers la France simplement parce qu'il était juif.
Et puis il y avait deux camps qui s'étaient opposés, chacun apportant ses arguments. Voilà, on va remonter à l'histoire des Juifs, on va dire pourquoi on peut faire confiance à des gens qui sont d'une autre religion que la majorité, pourquoi on va faire confiance à des gens qui vivent dans quelque chose en vase clos. Voilà, et on va revenir sur les faits, sur le système juridique de notre pays. Est-ce que il se comporte vraiment bien, la manière dont l'armée traite les gens les uns et les autres. On va citer des exemples de ce qui s'est passé, on va remonter jusqu'à la Rome. Voilà, donc il faut une certaine culture, générale, une certaine connaissance de l'histoire, du droit, de l'armée, et de là où on veut aller, et des discours politiques qui concourent à cela. Et donc, c'est une guerre qui s'est passée comme ça, qui a opposé deux camps. Ben, c'est ce groupe-là qu'on appelle les intellectuels. On dit que le mot nous vient de Émile Zola. Donc aujourd'hui, il est certain que, bon, aujourd'hui, prenez une star française comme Victor Hugo, il est de commun acquis de tout ce que Victor Hugo n'est pas un intellectuel. Il écrit de belles histoires qui emmènent à quelques réflexions, mais enfin, il n'est pas lui-même là, porté par la réflexion ou poussé. Et bien, ça a été un politique, hein, pourtant, mais dans son œuvre, ça n'a pas été un intellectuel. Alors que le mot, même si le mot est né après lui, hein, en fait, les philosophes du 18e et 19e siècle, c'est ce qu'on appelait philosophe au 18e et au 19e siècle, c'est ce qu'on appelle intellectuel plus tard. Parce que les philosophes de cette époque-là pouvaient vous parler de la philosophie des sciences, parler de la philosophie sociale, de la philosophie de tout était philosophie. Et donc, c'est ce qu'on appelait plus tard intellectuel. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui intellectuel. Donc, on peut prendre des gens comme Voltaire, qui ont existé avant même le concept intellectuel, comme un intellectuel. On peut prendre des gens comme Emmanuel Kant comme des intellectuels, même si la philosophie était la base de leur démarche. Donc, grosso modo, c'est ça les intellectuels. Et bah, tout le monde veut être intellectuel en Afrique, je ne sais pas pourquoi. Le mot vraiment a connu une inflation extraordinaire. Je tiens également à souligner que bah, beaucoup de gens me disent intellectuel. Je ne le refuse pas sans le revendiquer. Je n'ai jamais signé l'intellectuel intellectuel tel, mais enfin, quand quelqu'un veut vous critiquer, c'est aussi une manière de vous reconnaître. Hein. Quand il dit un pseudo-intellectuel, on se dit intellectuel. Non, je ne me suis jamais dit intellectuel, on ne se dit pas intellectuel, on vous le donne, on vous l'accorde. Et il y a une majorité qui me l'accorde, je ne le refuse pas, mais on ne se proclame pas intellectuel, c'est des autres qui vous reconnaissent intellectuel. Et même ceux qui viennent vous dire pseudo-intellectuel vous ont déjà reconnu comme intellectuel. Même ceux qui viennent vous dire vous ont déjà reconnu comme intellectuel, c'est très bien, il n'y a pas de honte à ça. Et un intellectuel nécessite vraiment des connaissances multisectorielles. On ne peut pas être intellectuel simplement parce qu'on a fait des études de droit, donc on peut parler de droit, on est intellectuel en droit. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc voilà, il n'y a pas de mal à ça. On les appelait encore plus avant des érudits. À l'époque des Erasmes, c'était même beaucoup plus complexe. C'était des gens qui devaient Descartes, c'était des gens qui devaient disserter à la fois sur les mathématiques, sur la physique, sur la navigation, sur l'astronomie, l'astrologie, pardon, ou l'astronomie, je sais pas. Des gens qui devaient disserter sur la religion, la théologie. Vous prenez des gens comme le physicien britannique, comment il s'appelle, Newton. Alors Newton est connu donc pour ses histoires sur la pesanteur compliquées, mais on ne sait pas que Newton a écrit d'abord essentiellement sur la théologie. Voilà. Donc tout ça, ce sont des intellectuels. Et donc, alors ce que je voulais dire, c'est que les intellectuels. Alors, malheureusement, j'ai fait le constat justement que on n'a pas besoin d'être intellectuel pour avoir une pensée académique. Et une pensée académique, c'est une pensée qui respecte un certain nombre de règles. C'est-à-dire on ne vient pas provoquer des débats, susciter des réflexions alors qu'on ne connaît pas d'abord. Parce que pour critiquer, il faut savoir. Pour savoir, il faut apprendre. Et pour apprendre, il faut d'abord savoir ce que les autres ont su. On ne vient pas au monde avec des gens qui souvent n'ont jamais lu un seul livre, des gens qui sont abonnés à aucun journal, des gens qui vraiment ne font aucun effort. On fait parfois l'université, mais de très mauvaise apparemment, parce que ce qui en sort est complètement ahurissant, et puis on décide comme ça du jour au lendemain qu'on a une critique qui vaut ceux qui sont sur le terrain. C'est en faisant ce type d'amalgame qu'on se retrouve justement gibier, on se retrouve justement dans les ficelles, dans les filets de ces idéologues qui font florès en ce moment sur le continent et qui vous emmènent dans des idéologies mais qui ne tiennent pas la route, quoi. Il suffit qu'ils soient vérifiés par des connaisseurs que nous sommes dans une véritable imposture, hein, de gens qui n'ont pas la moindre idée mais qui vous vendent des choses, et comme c'est un beau parleur et comme tout le monde veut être à niveau, c'est un peu comme une espèce de revanche ou
de revanche des échoués. Hein. Je n'ai pas le niveau, on ne me reconnaît pas ailleurs. Et bien là, je trouve quelqu'un qui est comme moi, qui dit des choses auxquelles je crois, je le soutiens. Ici, nous sommes nombreux. Voilà, les moins sachants prendront le pouvoir au nom du bon sens qu'ils ont, au nom de leur résistance à ne pas se faire avoir, mais souvent on résiste parce qu'on ne sait pas, au nom de leur... voilà, les autres seraient, ceux qui sont allés à l'école, ben, finalement, ils ne sont que parce que le blanc a décidé qu'ils soient. Voilà, il leur a donné un diplôme et c'est ce diplôme qui fait d'eux des gens. Nous, on est neutre, nous, on est pur. C'est un discours qui se répète, qui prend de l'ampleur et c'est vraiment une vague d'obscurantistes qui est en train d'arriver en Afrique si on se laissait faire sans qu'ils se rendent compte qu'en fait, qu'ils sont en train de jouer le même jeu, qu'ils veulent ramener l'Afrique au niveau où elle se trouvait au moment du contact avec les civilisations européennes et arabes, c'est-à-dire une Afrique d'analphabètes, une Afrique d'illettrés, une Afrique de gens qui ne comprenaient pas comment fonctionne le monde, qui ne comprenaient pas qu'on est en train d'inventer la boussole, qu'on est en train d'inventer des choses extraordinaires et qui ont été réduits à l'esclavage à cause de petites babioles comme des miroirs qu'ils étaient incapables de fabriquer, comme des, voilà, comme des petites babioles comme ça, des alcools frelatés, des tissus, ce genre de choses qu'on leur donnait pour pouvoir ramasser leurs enfants et leurs hommes parce qu'ils n'avaient pas ce niveau de réflexion, qu'ils n'avaient pas la capacité de réflexion nécessaire pour affronter l'autre monde qui, lui, se technologisait, passez-moi l'expression, qui lui s'affinait dans sa connaissance, qui lui se renforçait avec de plus en plus de gens sur son livre écrire, être capable de faire des comptes, être capable d'engager des affaires à travers le monde sur 6 mois. Vous vous rendez compte que la première société par action, une des premières sociétés par action, parce que l'économie moderne par action est née entre Venise et Bruges, enfin ça se discute au 12-13e siècle, au 13e siècle, un peu plus sûrement. À cette époque-là, on avait déjà inventé les chèques, on avait déjà inventé la monnaie qui circule de manière scripturale sur toute l'Europe, hein, donc de Venise jusqu'à Bruges, vous voyez, c'est du sud vraiment jusqu'au nord. On avait déjà inventé tout ça, on avait inventé des sociétés par action. Vous êtes 5, 10, 20, 50 à posséder une société, vous partagez des bénéfices et parfois cette société travaille à des distances où vous n'irez jamais. Je prends l'exemple d'une des plus grandes sociétés de l'histoire, c'est-à-dire la Société des Indes, la Compagnie des Indes occidentales, qui était une compagnie qui affrétait des bateaux qui allaient justement apporter des choses en Asie, ramener des épices, et puis des gens faisaient des bénéfices extraordinaires, jusqu'à 600 fois leur investissement pour que cette compagnie puisse fonctionner. Hein. Regardez un peu Compagnie des Indes occidentales, regardez le nombre d'actionnaires qu'il y avait, la manière dont c'était géré, mais enfin nous sommes quand même au XVIe siècle. Et aujourd'hui en Afrique, on peut toujours pas avoir des sociétés par action parce que le nombre de personnes qui est aujourd'hui qualifiées à pouvoir les faire fonctionner, la solidité de l'État, la solidité du droit, la solidité de... Tout ça reste très 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 fragile, ce qui est d'ailleurs une honte, hein, étant donné que l'Afrique est le berceau de l'humanité et on ne cesse de se comporter comme si on était encore dans le berceau, on ne veut pas le quitter, quoi. C'est-à-dire que s'il y avait une chose dans laquelle l'Afrique aurait pu acquérir, avoir et vendre une connaissance et une avance extraordinaire par rapport au reste de l'humanité, ça aurait bien été l'organisation des hommes, parce que nous avons des sociétés qui ont 150 000, 200 000 ans et qui tournent à peu près sur le même air. Hein. L'Afrique est grande, c'est vrai, mais franchement, c'est le même air à comparer de ceux qui ont quitté la Namibie natale et qui, en 150 000 ans, ont traversé le monde jusqu'à arriver en Amérique du Sud. Donc, vous imaginez tous les combien ils ont dû changer de village, réapprendre à connaître un environnement géographique, qu'est-ce qu'on y mange, qu'est-ce qu'on y chasse, combien de temps ont-ils fait pour apprendre à connaître le comportement de tel poisson, à quel moment il faut le chasser, pour le pêcher, etc. Et ils vont apprendre ça, ils vont s'affermir pendant 500 ans, ils commencent vraiment à comprendre. Et comme il n'y a pas d'écriture, c'est un peu plus long. Donc pendant 500 ans, pendant 1000 ans, après ils vont se déplacer 300 km plus loin, où c'est un nouvel environnement, c'est un nouveau climat. Donc vous vous rendez compte, donc, et quand on reste en Afrique, on est plus ou moins, on tourne plus ou moins dans le même monde, mais 200 000 ans après l'apparition de l'homme, on est encore ceux qui arrivent le moins à faire vivre une société. Ceux qui arrivent le moins à réussir un progrès social au sein d'une société, une stabilité, une paix, alors qu'on devait être vraiment les super spécialistes, et ça, c'est quand même gênant. Alors, votre histoire de berceau de l'humanité, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un problème, hein, un berceau dans lequel on ne veut pas sortir, on veut rester des enfants de l'humanité avec des solutions enfantines, hein, comme l'illettrisme, qui est devenu vraiment une solution. Je n'exagère rien, il faut venir dans nos lives.
venir écouter ce que l'on vient nous raconter, que non, non, mais vous êtes en train de parler depuis 2 heures de PIB, d'inflation. Tout ça, c'est pour nous embrouiller que les Blancs ont inventé ça. Maintenant, on veut des dirigeants qui ne vont pas nous parler de ça. C'est pas la vraie, c'est pas ça. Aujourd'hui, l'économie, pour que l'Afrique s'en sorte, il faut des gens conscients. Il faut des gens, comment ils disent, il faut des gens patriotes. Il faut des gens, voilà, on est dans l'émotion par un véritable refus des sciences. Ça ne veut pas dire que les Africains sont incapables de sciences. Ça ne veut pas dire que les Africains sont incapables de comprendre, mais vraiment, nous avons du mal à sortir de l'adolescence de l'âge humain. On a vraiment du mal et si le blanc le disait, ça serait raciste, j'en suis bien conscient, et je le dis sans retenue parce qu'il faut bien qu'il y ait un frère qui le dise un jour. Et donc, et quand tu parles comme ça, tu es blanc, tu es européen parce que tu parles de science. Ça aussi, c'est un discours qui se répète beaucoup. Tu es européen parce que tu parles de science. Tu es européen parce que tu oses citer une loi. Tu es européen parce que tu oses mettre en avant une technique et prétendre que ça a marché ou que ça marche. Tu es européen ou tu es pro-occidental, comme on dit, parce que les gens, en plus, quand on est aussi simpliste, on sépare le monde en deux. Il y a les pro-occidentaux, il y a les anti et il y a les pro-Afrique. Voilà, le monde, il fonctionne comme ça. Et tout autre argument, tout autre affinement de la pensée n'est qu'embrouillement des Blancs pour vous emmener je ne sais pas où. C'est simplement une envie de faire de sa médiocrité la règle, de faire de son incapacité à pousser la réflexion plus loin, ce qui doit être appliqué à tout le monde, ce qui doit forcément s'appliquer à tout le monde. Donc, je subis souvent ces critiques, mais qui ne me... Alors, ça me passe dessus comme je ne sais pas quoi, mais voilà, et donc ça fait que j'ai dû serrer en fait l'accès à ma page pour ne pas avoir affaire à des discussions enfantines. Ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent comprendre sont les bienvenus. Ils posent des questions, on discute, mais franchement, ils ne sont pas nombreux. Sur cette page-là, hein, c'est pas le même public que j'ai ici, notamment sur YouTube, c'est pas le même public que j'ai sur TikTok. Alors n'en parlons pas. Où vraiment j'ai un grand public, en tout cas que je remercie énormément, sur un média que j'appréhendais beaucoup. Pour moi, c'était des médias pour des gamins qui viennent danser. Pour moi, c'était vraiment le plus bas qu'on puisse trouver. Et pourtant, j'ai réussi à réunir un public de fidèles et de nouveaux qui arrivent tous les jours, instruits, qui aident, qui accompagnent, qui comprennent le sujet et qui aident, c'est-à-dire à éclairer les autres, à apporter de leur savoir. Il y a des ingénieurs, il y a des spécialistes en nucléaire, il y a des économistes, il y a des historiens de tous les pays d'Afrique. C'est formidable, de l'Éthiopie au Sénégal, en passant par l'Afrique du Sud. Je ne sais pas s'il y a une nationalité que je n'ai pas encore reçue là-bas. Chacun avec son expérience, soit bancaire, soit de commerçants qui vient nous expliquer un peu ce qui se passe à partir des débats qui intéressent le plus les Africains, les guerres, les coups d'État, le franc CFA, les communautés africaines comme la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, les dictatures, les élections. Nous discutons de tous ces sujets, l'histoire africaine qu'il faut étudier et réétudier. Aujourd'hui, vous avez des gens qui, soi-disant, vont raconter l'histoire à la place du chasseur, à la place du gibier que du chasseur. J'avais toujours ignoré que j'étais un gibier. Je savais que mes ancêtres l'ont été. Mais je ne sais pas pourquoi ce goût de vouloir vivre le monde de la vie de ses ancêtres. On se dit colonisé, on appelle l'autre le colon, c'est comme si on voulait vraiment qu'il soit colon. C'est comme si on a du mal à vivre libre et qu'on a vraiment besoin d'un maître et que celui qui est là ne veut plus s'appeler maître, et bien on le force à l'appeler maître et on essaie de forcer dans nos faits quotidiens pour qu'il se considère comme maître, pour qu'il voit qu'il est le maître et on trouve sans plaisir dans une espèce de lutte et de confrontation contre un maître inventé, poussé à être maître. On se dit esclave, je ne sais pas en quoi. A-t-on vu un esclave avoir un passeport? A-t-on vu un esclave avoir le même salaire que son maître? A-t-on vu un non? Ils savent bien qu'ils sont pas esclaves, mais on dirait que vivre sans se considérer dans cette situation d'infériorité est quelque chose d'impossible pour eux. Alors ils essaient de faire la castagne contre un maître inventé en allant se chercher un autre maître, soit la Russie, soit la Chine. Donc ça, c'est des débats que nous faisons tous les jours. Avec des gens éclairés, mais malheureusement, la plupart des gens ne sont pas éclairés. Malheureusement, le système éducatif africain est très mauvais. Malheureusement, même quand le système éducatif africain, quand il est très mauvais, quand il existe déjà, il est très mauvais. Quand il n'existe pas, la catastrophe est encore plus grande. Et je rappelle encore que les 3 pays aujourd'hui en proie à des coups d'État sont parmi les pays les moins scolarisés d'Afrique, sont parmi les 5 derniers, quoi. Donc le Burkina, le Mali, le Niger, vous ajoutez à ça la Somalie et l'Érythrée, tout ça, ça fait partie des pays les moins scolarisés d'Afrique. Et donc ces idées prennent une ampleur et une vitesse incroyable. Et l'homme a naturellement cette envie d'être dans des clubs qui pensent exactement la même chose. Et donc plus ça se répand, plus on trouve 10 personnes qui pensent ça, et plus on croit qu'on est dans le vrai. J'en profite pour répondre d'ailleurs à une question, mais ce n'est pas ça de la dialectique dont nous sommes en train de parler.
J'en profite pour répondre à un monsieur qui me pose des questions du genre, moi j'ai une question à vous poser, pourquoi le franc CFA n'est pas reconnu auprès de son institution émettrice? Je ne sais même pas s'il a une idée de ce que c'est qu'institution émettrice. Je ne sais pas, pourtant il peut taper sur Google c'est quoi l'émission d'une monnaie, qui émet le franc CFA. C'est facile, mais il y a cette force de recherche qu'on n'a pas. On veut croire en des choses, et puis avec le complotisme qui est devenu extraordinaire, que tout ce qu'on lit est faux. Ah, ça c'est formidable, parce que tous ces complotistes-là ne peuvent poser leur raisonnement qu'en commençant par vous expliquer que tout ce que vous allez lire ailleurs est faux. Donc j'ai parlé de l'exemple de la guerre, que tous ceux qui sont en Ukraine, que tous ceux qui font ceci ou cela ont tous tort, que tout ce qu'ils disent est totalement faux et que c'est moi qui ai raison. Et donc voilà, moi je n'en ai pas l'étude, je n'ai pas les moyens d'y aller, je n'ai jamais été, je ne connais pas, mais c'est moi qui ai raison. Et vous avez des gens justement qui n'ont pas le niveau de ceux-là qui y sont et qui vont se rabattre donc sur la pensée de tous ces autres-là. Alors c'est pour ça que j'ai créé, donc dans ma page j'insistais déjà que je ne veux pas des mouvements d'humeur, je ne veux pas les gens qui, vous n'êtes pas d'accord, ils viennent insulter. C'est pas m'insulter moi qui me dérange, parce qu'en fait ceux qui viennent vous critiquer ou vous insulter, c'est parce que déjà ils se reconnaissent inférieurs à vous. Donc c'est pas, vous ne me faites aucun mal, vous ne me touchez pas, vous venez juste vous dire que ta supériorité me dérange. Et il y en a qui disent ah mais comment toi tu connais tout, comment t'as... Mais je demande, mais attends, mais je vais m'arrêter où, à quel niveau? Est-ce que toi tu es la limite, la barre qu'il ne faut pas franchir, mais tu es trop bas? Est-ce que c'est une fois que je dépasse les connaissances que tu as, toi, comme toi, tu n'es capable que de répéter ce que tu as appris à l'école et encore très mal, je ne peux m'aligner qu'à toi, donc ceux-là ne me font absolument rien, voyez-vous. Mais le problème se pose quand ils viennent de manière récurrente sur votre page, récurrente pour venir soutenir un tel, les Français ont tué un tel, incapables de vous emmener même une coupure de journaux, on n'y croit pas, c'est des menteurs, la vérité se trouve dans nos milieux. Bon, j'ai dit, écoutez, il y a beaucoup de pages, chacun peut aller discuter dans les pages qu'il veut, c'est aussi ça. La liberté, la démocratie, moi jamais rassemblé les gens qui ont une démarche académique, qui vous disent des choses, ou des gens qui sont sur place ont vu, ou raisonné, prenez des coupures de journaux, des rapports, des chiffres que tout le monde peut vérifier, open source. Donc on peut tous faire ça. Et puis voilà, les autres en parlent. Mais vraiment, c'était toujours pas compris. Les gens restent dans la superficialité. Alors j'ai décidé d'appeler cette page Facebook, j'ai décidé de l'appeler, ça garde Hervé Maïka, mais on a ajouté Université Populaire. Je crois que cette page YouTube également va avoir cette appellation d'Université Populaire, mais le seul but est de renforcer le fait qu'on attend ici une démarche académique, qu'on attend ici une démarche intellectuelle, un esprit intellectuel, à savoir qu'il faut réunir plusieurs sciences pour comprendre quelque chose, et ces sciences, vous ne pouvez pas les inventer parce que vous n'étiez pas partout, donc vous devez lire, vous devez apporter des connaissances. Aujourd'hui, Google, c'est la plus grande bibliothèque du monde, la plus grande et la plus efficace. Tout n'y est pas, évidemment. Quand on est scientifique pointu sur un domaine, on a besoin d'autre chose, on a besoin de formation, on a besoin d'acheter des livres frais. Sinon, vous vous retrouvez avec les gens qui parlent du franc CFA et que vous dites que les monnaies sont basées sur les matières premières, les monnaies sont basées sur l'or. Pourquoi? Parce qu'on télécharge des vieux livres de 1900 et quelques, de 1800 et quelques. On télécharge des vieux livres où c'était le cas. Et parce que ces vieux livres sont gratuits, c'est un PDF, c'est rapidement accessible, et on croit dire des choses en fait qui n'existent plus depuis 50 ans. Donc, la dialectique, c'est justement cette méthodologie académique, scientifique, intellectuelle, qui permet donc de comprendre une situation, d'avoir une approche technique, une approche argumentaire, une approche vraiment poussée des choses. Et donc, ce que j'ai voulu, moi, à travers cette page Hervé Maïka Université Populaire, c'est d'emmener les gens à ça. Et si j'ai appelé Université Populaire, c'est une université populaire, s'il faut définir rapidement. C'est un lieu d'échange où généralement il y a quand c'est par exemple l'université populaire du philosophe Michel Onfray, c'est lui qui a des dates précises, vient pour parler à des gens, à tout public, des gens qui rentrent, il vient vous parler d'un sujet donné, d'actualité, de philosophie, d'un livre qui est sorti, il va vous faire un exposé de 2 heures, et des gens vont poser des questions pendant 2 heures, et puis on va échanger, on va se séparer. Donc ça part dans ce genre de cas, dans la reconnaissance que vous avez, dans la connaissance de celui qui vient vous parler. Mais une université populaire, ça peut être un mix, ça peut être plusieurs personnes, il y a toute une programmation tout au long de l'année, plusieurs personnes qui viennent exposer sur des sujets divers. Il y en a qui ne font que sciences sociales, il y en a qui font que technologie, mais qui viennent exposer sur des sujets divers. Il n'y a pas de diplôme, mais c'est pour que tout le monde qui veut approfondir sur un sujet puisse venir comprendre ce sujet-là. Et il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup qui sont officiels, il y en a beaucoup qui sont officieux. Moi, je peux organiser comme on veut, mais le champion du monde, c'est l'Allemagne quand même.
Donc moi, j'ai voulu donner un esprit d'université populaire, que ceux qui me reconnaissent, que je peux leur dire quelque chose, bah, qui viennent m'écouter. On est sur Facebook, tout le monde ne peut pas publier sur ma page, c'est moi qui publie. Donc j'essaie en fait d'aider les gens à réfléchir à, à canaliser leurs pensées de manière scientifique, de manière étayée, de manière prouvée, pas de manière émotive, pas de manière je suis dans tel camp, pas de manière le monde se sépare en deux camps, moi je raconte l'histoire comme les Africains. Vous pouvez faire ça, mais allez faire ça dans vos pages, allez faire ça dans vos milieux. Mais moi je veux quand même créer un endroit préservé où on peut, où les gens qui viennent visiter savent que là-bas, quand on va, ce qu'on va trouver là-bas est peut-être vérifié. Voilà ce qui m'intéresse, peut-être vérifié. Et quand ce n'est que l'opinion de quelqu'un, c'est moi qui dis que je précise que ce n'est que l'opinion de quelqu'un, mais je ne peux pas passer mon temps à discuter d'opinion. Et vous avez des réactions comme au sujet de cet article que j'ai fait sur Chéri Samba. Les gens qui vont d'abord être surpris. Ah, tu parles d'une œuvre africaine parce que toi tu aimes l'africain. Toi tu es un blanc, toi tu es un occidental. Ben, ça, c'est des gens en fait que je dois virer. Mais comme nous sommes au début de cette nouvelle formule, qui a toujours été comme ça, maintenant je l'ai appelée comme ça, je préfère faire un peu de pédagogie. Que non, l'erreur c'est aussi ça. C'est de. On vous montre la lune, vous ne voulez voir que le doigt qui vous montre la lune. Et vous le voyez mal d'ailleurs. Et donc, parce que moi, africain, j'ai fait plus d'œuvres, j'ai écrit plus de choses, fait plus de choses, pris plus de risques pour l'Afrique que tous les autres. Il y en a qui rigolent en disant ça, mais non, moi, les 5 dernières années, j'ai passé mon temps à être expert en développement pour l'Afrique. Je suis allé dans des coins, dans des villages reculés, dans des zones de guerre pour implanter de l'eau, pour implanter des écoles, pour aller mettre en commun, en relation, des gens qui ne se parlaient plus, hein, des gens qui sont en guerre depuis 25 ans, trouver des moyens pour qu'ils puissent fonctionner ensemble. Je l'ai fait dans beaucoup de pays. Je ne peux pas parler de tous les pays pour lesquels j'ai travaillé en réalité parce que les gens ne m'ont pas confié les dossiers de leur pays pour que je vienne les exposer sur les réseaux sociaux. Donc c'est une question de déontologie qui m'empêche de parler. Je prends un exemple que je mets sur mon CV, que je peux publier, que je peux citer. Oui, ça, je peux le faire, mais je l'ai fait pour plusieurs pays durant toutes ces années. Et avant ces 5 ans-là, j'étais, 5 ans pour être honnête, j'étais dans mon pays où j'ai quitté la France pour aller travailler, pour être fonctionnaire, tout bas, mais pourtant j'avais bien le niveau. J'ai commencé à travailler à Dexia pour avoir le niveau, j'avais bien le niveau de continuer ma carrière où je voulais. Mais c'est un choix que j'ai fait parce que j'ai toujours compris que je n'ai jamais mis ma personne en avant, je n'ai jamais mis mes intérêts personnels, pécuniaires, je ne suis pas un homme d'argent, en avant, mais j'ai toujours pensé que l'Europe n'a pas besoin de moi, et l'Afrique a plus besoin de moi. L'Europe a suffisamment de cadres, suffisamment de milieux intellectuels constitués pour pouvoir fonctionner comme il faut, pour pouvoir s'apporter le développement et la croissance dont il a besoin, mais pas l'Afrique. Et donc, j'avais préféré aller donner mon travail à l'Afrique. Je ne le regrette pas, je ne le regretterai jamais. Lorsque, au bout, bah, il fallait se mêler de politique parce qu'à un moment donné, on peut parler comme on veut, mais quand on veut que les choses changent, il faudrait participer à la politique. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Monsieur Sassou n'était pas content, c'est-à-dire qu'il organise les élections, mais où la seule règle, c'est de ne pas être candidat. Et donc, nous avons été candidats contre lui. Et ça s'est fini comme ça s'est fini. J'ai préféré me retirer à l'étranger. Je suis parti en exil. J'ai été chassé pratiquement, il faut le dire honnêtement, parce que sur place, j'ai été contraint à un certain nombre de choses pour gagner ma liberté. Il aurait fallu trahir ceci, il aurait fallu faire cela. J'ai un peu plus de dignité que ça. Et j'ai plus d'Afrique d'ailleurs dans mon cœur que de Congo, honnêtement. Et donc, je suis parti, j'ai continué ma vie ailleurs. Je suis rentré dans le développement international et ça se passe très bien. Et donc, l'Afrique, malheureusement, il faut le dire, et là encore, moi, je ne passe pas par mes chemins pour dire que le niveau de culture générale est extrêmement bas. Est extrêmement bas, les gens vont à l'école pour trouver un boulot, ils font le minimum possible, on étudie, on arrache le diplôme, même quand on est premier de la classe, on n'est jamais allé au-delà de ce qui nous a été donné à étudier à l'école. Et l'école ne donne pas non plus les formations nécessaires de manière générale et globale, et lorsque vous avez fini, on ne se cultive plus dans son propre domaine, alors dans les autres domaines, c'est pas la peine. Pour travailler, pour avoir des postes, pour évoluer dans sa carrière, c'est plus le piston qui va marcher que votre connaissance. Comme ils disent eux-mêmes, c'est la loyauté, comme vous diront tous les chefs en Afrique, c'est la loyauté qui m'intéresse et non ton savoir. Et ben donc tout ça a fait une société qui intellectuellement s'est tassée, alors que tous ces éléments sont importants pour la croissance d'une société. Et moi, je ne crois pas qu'on peut arriver au développement si on n'a pas une masse critique de gens qui comprennent comment les choses passent, qui sont capables, par leur théorie, par leur soutien, par leur positionnement, de porter et de soutenir un discours politique ou des décisions politiques, une orientation politique qui serait salvatrice pour le pays. Il faudrait que vous ayez une classe moyenne suffisamment instruite, suffisamment consciente de ses intérêts, suffisamment informée de ses intérêts. Et c'est cette classe moyenne qui soutient
donc l'action politique. Parce que si vous, il n'y a pas cette classe moyenne intelligente, formée et capable, qui va être le pivot, qui va expliquer à ceux qui sont en bas que c'est le chemin, c'est difficile, c'est long. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez rien faire. Le populisme va toujours balayer tous les régimes qui sont là. Vous voyez ce qui se passe au Sahel, par exemple. Vous avez donc une coupure tous les 10 ans. Hein. Vous avez tous ces pays-là qui sont aujourd'hui en coup d'État, l'ont été déjà il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils sont en train de faire une réunion ils ont fini d'ailleurs le week-end dernier, à Lomé pour savoir comment gérer les transitions. C'est devenu des spécialistes des transitions. On fait une transition, non, on fait un coup d'État suivi d'une transition. Après la transition, on va aux élections. Après les élections, il y a un régime qui arrive qui fait un ou deux mandats, puis coup d'État, puis transition, puis élection, puis coup d'État, puis transition, puis élection. Voilà le cycle dans lequel ils se sentent enfermés. Ils ont l'impression d'avancer. Ce sont les champions d'Afrique, ce sont les champions du monde des coups d'État. Hein. Tous les trois réunis, ils doivent être à plus de 20 coups d'État, tous les trois réunis. Le Burkina Faso à lui seul, je crois, est à 10 ou 11. Donc à tous les trois réunis, le Burkina Faso n'a connu que des coups d'État. Que des coups d'État. Le seul civil qui a dirigé le pays, c'est celui qui a été renversé récemment à son deuxième mandat, Roch-Marc Christian Kaboré, mais ils estiment que les coups d'État, c'est une nouveauté et c'est l'avenir qui est en train de s'écrire. C'est voilà, c'est la nouvelle Afrique forte et puissante qui est en train de s'écrire. C'est incroyable. Pourtant, un des pays les plus pauvres du monde, ils n'ont connu que des coups d'État avec des discours anti-impérialistes, hein, bien connus, bien rodés, bien machin, mais pas de maturité, pas de lecture historique, pas de comparatif avec le reste du monde, pas de niveau intellectuel suffisant, pas de, vous mettez tout ça, pas de classe moyenne assez solide pour pouvoir tenir, pour pouvoir renforcer donc une certaine vision de la société pour pouvoir servir de contrepoids à toutes ces folies. Ben voilà, voilà là où ils sont en train de partir. On est parti pour le répéter pendant très longtemps. Vous voyez Haïti. Haïti est un pays qui est indépendant il y a près de 220 ans. Je crois que c'est indépendant en 1804. Et on est fiers, premier pays de Noirs indépendants. Voilà, Haïti est souvent mis en avant dans les communautés noires. Mais où est Haïti aujourd'hui, 210 ans plus tard? Ah, mais voilà, les Français avaient imposé un impôt colonial à Haïti. Voilà, vous savez combien de gens à qui on a imposé des impôts coloniaux? L'Allemagne. L'Allemagne vaincue, on lui a imposé un impôt en 1918, enfin 1921, je crois, au traité de Versailles, 1919. Traité de Versailles, ils se sont fâchés. Quelques années plus tard, Deuxième Guerre mondiale, rebelote, encore un nouvel impôt. Ils ont été mis à genoux. Ils continuent à payer un impôt à Israël jusqu'aujourd'hui. Mais où est l'Allemagne? Deuxième puissance mondiale à un moment donné. Aujourd'hui, les troisième, voire quatrième, en tout cas première puissance européenne. Où est Haïti? Eh bien, ce qui arrive à Haïti, c'est-à-dire 220 ans de galère, mais nous sommes sur le chemin d'y arriver. Nous sommes droit sur le chemin avec ces coups d'État, avec ces présidences à vie, avec un pays où la critique, on vous dit, ce sont des traîtres qu'il faut tuer. Voilà la nouvelle théorie. Ce sont des traîtres dans un pays qu'il faut tuer pour que le pays se développe. Je ne sais pas quel exemple ils ont sur la planète. On a tué des traîtres et le pays s'est développé. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Mais c'est pas grave, ils vont trouver des réponses parce qu'en fait, inventer le monde, ça ne les dérange pas. Parce qu'ils s'affrontent entre eux, ils se comparent entre eux. Ça va vous dire, la Russie est développée parce qu'elle a tué des traîtres. Comme si la Russie était développée. Quoi. Un pays qui a une économie du tiers-monde, qui ne vit que de la vente des matières premières. Ah, les matières premières. Voilà un truc sur lequel, depuis les années 40, on sait qu'on se développera, on se développe jamais par les matières premières. J'ai dit années 40, donc les pays africains n'étaient pas encore indépendants et les théoriciens donc incultes d'aujourd'hui leur vendent des matières premières comme produit de développement. Alors que celui qui vend des matières premières aurait toujours 30 à 1000 fois moins que, à 900 fois, disent les spécialistes, moins que celui qui vend la matière transformée et finie et on leur dit qu'il faut vendre des matières premières. Alors que l'économie est ailleurs, alors que l'économie du développement est une science maintenant très ancienne, que d'autres pays ont suivi pour arriver au développement, pas seulement européens, asiatiques, suivis. Pour arriver au développement, sont très bien sortis, les mécanismes sont connus, on peut en parler à longueur de journée. Non, ils doivent réinventer quelque chose, mais leur réinvention, c'est le chemin de Haïti qu'ils sont en train de suivre. Que dans 200 ans, on sera encore là, à pleurer sur l'Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Une malédiction de la peau noire? Pourquoi tout le monde y arrive et que les Noirs n'y arrivent pas? Une malédiction de la peau noire? Moi, je crois pas. Moi, je crois que c'est parce que on ne se bat pas suffisamment pour que nous ayons une classe moyenne suffisamment instruite et qui soit capable justement de faire pencher la balance dans un côté et de supporter pendant une trentaine d'années qu'il faut pour que les pays prennent le chemin du développement et y arrivent droit jusqu'au bout. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, toutes ces réflexions-là empêchent vraiment à renforcer la compréhension. C'est pour ça que je l'ai créé. Donc, ne soyez pas surpris que cette page YouTube s'appelle également
Donc quelques jours, Hervé Maïka, Université populaire. Hein, c'est dans ce but de renforcer vraiment ce côté venant échanger pour nous cultiver, pour essayer de constituer. Moi, je laisse des bribes. J'aurais pu écrire 50 livres, moi, sur des domaines différents, mais je ne l'ai pas fait, mais exprès, encore une fois. J'ai une capacité de production qui est énorme. Il n'y a qu'à voir ma page Facebook. Tout ce que je mets, je peux décider que tout ce que j'ai mis seulement dans les 3 derniers mois, j'arrive à 300 pages de livres. Je corrige les fautes, je fais des paragraphes, c'est parti, je sors un livre. Et je me suis dit, à quoi ça sert de faire des choses pour des gens qui ne liront pas et qui seront publiés en France pour passer à la télévision française? On va te respecter parce que le blanc te respecte. Et ça s'arrête là. Qu'est-ce que j'aurais appris réellement à mes frères? Rien du tout. Je crois que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça continuera à circuler dans 500 ans, dans 1000 ans, sous d'autres formes, mais il suffira de taper un nom, vous avez tout ce qu'il a fait, vous recherchez, plutôt qu'un livre qui va rester sous des droits, ou alors quand vous avez téléchargé, ça va être un pavé comme ça, que vous n'allez pas forcément lire. Donc je ne travaille pas pour aujourd'hui. Vous me direz, c'est prétentieux de penser qu'il va arriver à la prospérité. Mais vu le peu de production qu'il y a aujourd'hui, que ce soit en livre, que ce soit sur les réseaux sociaux, j'ai quelques raisons de croire qu'on peut toujours revenir sur ce que j'ai dit, sur ce que j'aurais fait. Retrouver deux, trois phrases intéressantes. C'est pour ça que j'ai choisi donc d'abord de m'occuper de mes frères sur le Facebook. Vous constaterez qu'il est très congolais. Hein. Là-bas, je parle de l'Afrique, mais je m'adresse surtout aux Congolais. Parce qu'ils sont nombreux. J'ai même deux Facebook. Il y en a un qui s'appelle Hervé Maïka 2. Alors là, j'ai tous mes amis, hein, de tous les boulots que j'ai fait, de l'ENA, de la famille. J'avais préféré créer l'autre Facebook pour eux. Et un Facebook où je parle plus de politique, de société, d'économie, de développement et de relations internationales. Voilà, et c'est celui-là que j'ai appelé donc Hervé Maïka, Université populaire. Et donc j'ai fait ce commentaire-là sur Chéri Samba. Alors sur le domaine artistique, encore, il faut signaler que les Africains n'ont aucune formation en art. Il y a très peu de musées en Afrique et ce pas des musées qui sont généralement fréquentés par les Africains. Déjà, ça me fait rire ce fameux débat, il faut retrocéder les œuvres d'art africaines. Non seulement je ne sais pas qui ira les regarder. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas. Tout à l'heure, je parlais des peintres africains qui ne peignent même pas leur imagination, qui peignent une Afrique imaginaire primitive où il n'y a pas de technologie, mais la statuaire, c'est pareil. Hein. Vous avez des musées, dans les musées, vous avez des statues parce que l'Afrique ancienne ne peignait pas, elle faisait plus de la statuaire. Vous avez des statues anciennes dans les musées qu'on dit qu'il faut rapatrier. On ne sait même pas si, entre le choix de vacciner des enfants ou d'aller construire des musées et de les entretenir, ça coûte cher. Je ne sais pas combien de pays feront le choix d'entretenir des musées. Et là où ils n'ont pas disparu, au moins ils sont là, il faut savoir être logique. Donc vous avez des musées en France comme le musée Jacques Chirac qui regorge beaucoup d'œuvres africaines. Vous allez là-bas, vous allez prendre une statue, je ne sais pas moi, une statue Kota, de l'ethnie Kota, du Congo ou du Gabon, parce que l'ethnie a fait les deux pays. Vous la prenez là-bas, il y en a qui se négocient, ces statues-là, il y en a qui se négocient à 1 million d'euros. Donc c'est des statues qui représentent des fétiches, des génies qu'il faut, des génies de la forêt, des génies de la chasse, des protectrices de la naissance, de la grossesse des enfants, etc., etc., etc. Et vous avez ça, c'est très apprécié, voilà. Vous prenez cette statue, vous allez au Congo ou au Gabon, vous allez demander à des gens de l'ethnie Kota qu'est-ce que c'est, vous trouverez un sur 10 000 qui pourra vous dire ce que c'est. Un sur 10 000. Et même quand celui-là sur 10 000 vous l'aurez dit ou que vous aurez mis des grandes affiches pour leur expliquer ce que c'est, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui voudrait la reprendre. Ça ne fait pas partie de notre quotidien, ça ne fait pas partie de... Et le sculpteur Kota d'aujourd'hui prendra cette statue, il va la reproduire en plusieurs formes, hein, il va la modifier, il va sans garder sa symbolique. Voilà la réalité de l'art africain. Voilà la réalité de l'art africain. Voilà la réalité de l'art africain. Il n'est pas, même l'art ancien, l'art ancestral, il n'y a pas de statuaire moderne africaine aujourd'hui. Un Africain qui va faire une statue qui va vous représenter, voilà, moi, je sais, en dehors de faire des bustes, en dehors de faire... Enfin, il n'y a pas vraiment de ça, quoi. Il y a pas vraiment de ça. Donc, je ne sais même plus comment je suis arrivé là. Mais en fait, l'idée globale, l'idée générale, c'est aussi d'essayer de partager une culture de l'art, une culture de la connaissance de l'art, parce que tout s'apprend. Et l'art, c'est très, très, très important. Ça permet vraiment de façonner une certaine représentation du monde qu'on a.
une culture avant la culture de l'art, d'abord une culture du débat, une culture de la critique, une culture de la vision critique, une culture de l'analyse. Parce que c'est pas toujours évident et les dictatures, quand ils arrivent, c'est la critique qui s'attaque en premier. Hein. Aujourd'hui, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, le discours, comme je disais tout à l'heure, c'est de tuer les traîtres. Et donc, c'est de tuer l'esprit critique. Hein. Elle ne doit pas exister. Vous voyez, les premières œuvres de ce régime-là, c'est d'expulser des journalistes. Hein. C'est d'expulser tous ceux qui pourront penser contrairement à eux. Et donc, c'est de tuer la critique. Et c'est très important de faire vivre cette culture et d'éviter de se faire écraser, de se faire dépasser par des gens qui arrivent pour vous parler de leur vision totalement endormie. Donc, il faut faire vivre un espace culturel. Mais pourtant, j'ai eu un commentaire, notamment dans une page, qui vient de dire ah, mais tu parles de peinture, tu dis que tu n'aimes pas tel peintre, mais chacun son goût. Donc, en fait, ne discutons pas. Voilà, parce qu'il n'y a pas cette culture qui a été donnée aux gens. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça université populaire, pour que les gens comprennent qu'on est là pour discuter, pour disséquer. On est là pour se mêler de ce qui ne nous regarde pas. On est là pour déranger les eaux douces. Mais c'est pas évident. Même malgré ça, il y a des gens qui viennent vous dire, vous répondre pour vous dire ah, mais tel artiste, on ne l'aimait pas aussi à l'époque. Aujourd'hui, on l'aime, il est coté. C'est-à-dire, il n'y a pas de débat. Il ne doit pas y en avoir. Mais non, c'est justement l'université populaire, c'est pour qu'il y ait un débat sur tout. C'est pour déranger les eaux qui dormaient. Voilà, c'est pour affiner sa réflexion. On peut présenter un art de manière critique. On peut le présenter de manière neutre. On peut le présenter de manière appréciative. Donc, je peux dire, le but, c'est pas de vous faire aimer cet artiste ou de dire que j'ai raison, que cet artiste est mauvais. Le but, ce n'est pas de vous le faire dire qu'il est neutre. On n'a pas à dire ni bien ni mal. Le but, c'est pas de vous dire qu'il est formidable. Le but, c'est, quel que soit le point de vue duquel on va, mon but, en tout cas, dans la présentation de cet article, c'était mon but d'essayer d'expliquer comment on apprécie une art. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on critique, qu'est-ce qu'on... Pour ceux que ça ne vous intéresse pas, mais passez votre route, quoi. Je ne cherche pas un public, je ne cherche pas ce qui est 100 000. Attendez, une université, ce n'est pas une église, on n'entre pas comme on veut. Même si elle est populaire, tout le monde a le droit d'entrer, mais il y en a qui n'ont pas de base, il y en a qui ne se feront jamais. Donc, en fait, l'idée de base, c'est de vous dire, regardez comment on analyse une œuvre. L'art est vraiment très négligé en Afrique, extrêmement négligé. Moi, je t'inscrirai à l'école de la sixième. Non seulement théorie de l'art, mais aussi musique, mais aussi, nous allons finir d'ailleurs en parlant de la musique. Théorie de l'art, mais aussi musique, mais aussi peinture, mais aussi tous les arts. On doit pouvoir faire de la poterie à l'école, ça coûte pas cher. C'est de l'argile, on n'a pas besoin d'avoir des tours, on le fait à la main, on le cuit, on doit le faire depuis l'école primaire, quoi. C'est pas possible. C'est très important tout ce développement pour l'enfant, c'est extrêmement important. On doit pouvoir apprendre, même si on n'a pas de l'argent pour faire de grosses guitares, mais faire des choras, ça coûte pas cher. Et on peut demander à nos artisans de nous produire des choras pour toutes les écoles qui aient une salle de musique, de manière à ce que tous les enfants viennent apprendre à gratter de la corde. Plus tard, ils passeront à la guitare ou à autre chose, ou peut-être développeront-ils des choras ou des tsangi. Hein. Le tsangi, c'est un instrument qui se joue avec des doigts, comme ça, avec des trucs. Plus tard, développeront-ils peut-être des tsangi électriques qui vont apporter quelque chose de plus à notre musique. Donc, c'est très important de faire ça. Il y en a qui ne comprendront jamais pourquoi c'est important. Il y en a pour qui, d'ailleurs, s'intéresser à la peinture, c'est être blanc, c'est être occidental. Voilà. Pourtant, il y a beaucoup de peintres africains qui font du travail extraordinaire et la peinture est un domaine économique hyper important. Ça, c'est très important. Quelle maison n'est pas décorée? Moi, j'ai fait exprès de mettre cette décoration-là qui montre le monde pour exprimer que nous parlons du monde, mais ma maison a plein de peintures, d'autres que je ramène depuis l'Afrique, d'autres que j'ai achetées en Europe. C'est très... Qui n'a pas de décoration dans sa maison? C'est vrai que bien souvent, dans les HLM, les murs sont nus. Mais c'est pas grave, c'est très important. Mais il faut apprendre aux gens. Il faut leur apprendre. Et ils vont aimer avoir de la décoration à côté d'eux. Ils auront des enfants plus intelligents qui vont cesser de se projeter d'une Afrique qui est une Afrique primitive. Et donc, l'Afrique primitive avec des huttes, donc la technologie, c'est pas pour nous. L'évolution, c'est pas pour nous. Le vrai Africain, c'est l'Africain primitif, soi-disant écologique, comme cette dame qui fait des publicités pour aller nous montrer les peuples autochtones d'Éthiopie pour nous dire que voilà les vrais Africains qui ont gardé le mode de vie ancestral et il faut les protéger, ils aiment ça. Mais comme a dit mon ami Serge Anango, vous allez demander à cette dame que vous trouvez authentique et tout, si elle préfère faire 5 km pour aller puiser de l'eau au marigot ou avoir un robinet chez elle à la maison, je vous assure qu'elle vous répondra qu'elle préfère avoir un robinet. Hein. Donc soyons un peu logiques avec nous-mêmes, soyons conséquents, soyons cohérents et essayons d'apporter de la lumière sur toutes ces questions-là et n'ayez pas peur du débat, n'allez pas penser, ne personnalisez pas le débat, vraiment je m'adresse à tous ceux qui ont du mal à comprendre le concept d'université
populaire, le ridicule, l'ignardise, c'est de pointer la personne qui vous montre le débat. Et ça, c'est très fréquent, mais malheureusement, mes chers amis congolais, je vous le dis, vous trouverez dans ces commentaires, les gens, ceux qui vont l'intéresser, mais lui, il va nous apprendre, lui, c'est qui? C'est une espèce de jalousie, mais c'est comme ça qu'on comprend le niveau très bas. Si vous raisonnez comme ça, vous êtes très bas. Tous ceux qui prennent des pseudos, qui viennent sur mon TikTok, mais vous ne me faites même pas mal parce qu'il y a que des gens plus bas que nous pour nous critiquer. Et votre manque de courage fait qu'ils vous font un pseudo. Donc vous ne pouvez même pas me toucher, vous ne pouvez pas m'atteindre. Donc continuez. Je ne veux même pas de dire c'est pas la peine, vous êtes idiot. Donc je ne ferai pas de vous des non-idiots. Continuez, il n'y a pas de problème, mais soyez sûr que vous ne me touchez pas. C'est pas la peine. Des gens qui ont comme réponse, d'ailleurs, est-ce que tu as réellement fait l'ENA? Est-ce que nous, on a appris que tu allais faire un stage à l'ENA de quelques mois? Voilà un peu le niveau de réflexion sur lequel ils peuvent être. Essayer d'attaquer la personne. Et ils m'attribuent des stages, mais alors, je vous assure, incroyable. Mais bon, ça, c'est propre à l'ENA. Hein. Moi, je me rappellerai toujours du premier jour où le directeur de l'ENA de mon temps, qui s'appelait Monsieur Boucaud, qui est devenu préfet de police à Paris après. Le préfet Boucaud, qui était préfet de l'Île-de-France aussi, hein. Le préfet Boucaud nous avait dit une chose, il faut savoir qu'à partir du moment que vous êtes rentré dans cette maison, vous ferez l'objet d'admiration béate ou de critique tout le reste de votre vie. Mais il avait bien compris ça. Il s'adressait à nous, énarques étrangers, aux énarques français, à tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez mis les pieds ici, vous serez l'objet d'une critique dans toute votre vie. Il y en a pour qui tout ce que vous dites est parole d'évangile, ils vont se plier, ils vont s'aplaventrir. Et il y en a qui passeront leur temps à essayer de se prouver à eux-mêmes qu'ils valent un énarque. Donc ils vont tout le temps d'essayer de vous castagner, de vous rentrer dedans. Et bien il y a la troisième catégorie qui sera toujours là pour dire que ah ben oui, tu es rentré par un système détourné. Ah ben oui, les vrais énarques, c'est pas ceux qui étaient déjà fonctionnaires. Ah, vous aurez ça toute la vie, mais vous n'aurez jamais ça pour Saint-Cyr. C'est-à-dire que des Congolais, des Français qui vont faire Saint-Cyr, ils ont fait Saint-Cyr. Point. Vous n'aurez pas ça sur aucune école au monde, seulement pour l'ENA. Et nous expliquer ça, moi je me disais, mais non, au Congo on s'en fout, on connaît même pas bien l'ENA, j'ai même pas besoin de machin maintenant. Il avait 100% raison et c'est ce que je vis depuis toujours. En fait, en fait ça énerve quoi, ça énerve les gens que tu sois ça. Voilà, voilà, et de la même manière, mais je ne vais pas changer ça, hein, je n'aurai pas honte à cause de vous. Hein, et puis je ne suis pas devenu, voilà encore un truc qui m'énerve, je n'ai pas le savoir que j'ai parce que j'ai été à l'ENA. C'est parce que j'ai le savoir que je suis passé à l'ENA. Ça, c'est une nuance qu'il faut faire. Et la plupart de ceux qui disent ça n'ont pas mon niveau quand j'étais au CM2. Moi, je les lis. Il y en a qui l'ont toujours pas. Donc, je les lis aujourd'hui, soi-disant diplômés de l'enseignement supérieur, qui n'ont pas mon niveau quand j'étais au CM2. Donc, c'est pas la peine de vous cacher derrière l'ENA. Est-ce qu'il a vraiment fait l'ENA? Ne vous inquiétez pas. Enlevez-moi tout ça, c'est pas la peine. Et ça se voit, vous êtes des petits jaloux, vous allez écrire des trucs, vous allez faire des machins. Et c'est souvent les Congolais, malheureusement. C'est souvent, c'est les Congolais. Je les vois souvent, c'est de prendre un faux nom pour venir attaquer la personne, quoi. C'est souvent ça. Malheureusement. Donc ça ne change rien, ça ne nous apporte rien. Voilà pourquoi lui, il doit nous enseigner. Mais il n'y a pas tous, hein. Oh, je ne dis pas tous les Congolais, ils sont nombreux à avoir compris ma démarche, à comprendre ma démarche. Les autres, je suis obligé de les écarter parce que maintenant, c'est université populaire. Vous comprenez que j'ai le droit de juger du niveau de ceux qui interviennent, que j'ai le droit d'exclure, que je suis le seul recteur, je suis le seul professeur. Bien que j'espère que dans les réponses qui vont venir, tout le monde va nous apporter du savoir, tout le monde va nous apporter de la connaissance, mais je n'espère pas trop parce qu'il y en a que je fréquente depuis 15 ans, hein, parce que c'est les abonnés qui sont abonnés depuis 15 ans, qui n'ont même jamais donné une seule coupure de journaux, qui ne vont jamais vous ouvrir que le document du FMI dit ça, ou le truc de l'ONU dit jamais. C'est toujours, ouais, les Blancs sont complices, les Blancs nous ont tués, les Blancs nous ont... sans jamais vous apporter un document. Donc, ceux-là, ben, malheureusement, je vais enlever de plus en plus de gens et que de plus en plus de gens vont venir qui sont capables de faire du débat. Et ce que j'aime bien sur Facebook, c'est que je ne me fatigue pas à répondre aux gens. Moi, j'aime que mes pages restent propres. Hein. Je n'aime pas que les gens viennent dire des conneries et que la connerie reste là pendant 2 ans. Donc, un bonhomme vient vous dire n'importe quoi et sur le commentaire de votre page, pendant 2 ans, c'est là. Et les gens auront l'impression, en venant voir ça, ça veut dire qu'on n'a pas répondu parce qu'il avait raison. Et c'est donc une vérité qui lui a été contredite, je n'aime pas ça. Alors, soit je vous réponds, soit je vous efface. Mais le problème, c'est que je n'ai pas tout le temps de répondre. C'est très compliqué. Et je suis très aidé, en tout cas sur Facebook. Je n'ai pas besoin de répondre sur YouTube. Qu'est-ce que je raconte? Sur TikTok. Je n'ai pas besoin de répondre. Il y a toujours quelqu'un qui viendra vous apporter la réponse. Alors, je suis très aidé et je vous remercie énormément. Parce que quand vous laissez les choses sans réponse, ben, les gens qui viennent lire, ben, il y a certains qui sont cons et qui vont croire que ben, cette réponse-là, elle est là, donc elle est vérité.
Voilà. Et sur Facebook, beaucoup moins parce que les gens ont peur de réagir, parce que bah, c'est très congolais. Les Congolais, c'est pas des gens qui sont en train de noyer. Il va t'aider à te dénoyer. Surtout ce n'est pas de la même tribu. Hein. Oh là là, crève, crève. Et là aussi, j'ai beaucoup d'opposition comme ça. Mais enfin, bref. Donc, je suis obligé de supprimer parce que je ne vais pas laisser, je ne vais pas répondre à tout le monde parce qu'il y a des conneries, vraiment des conneries, des super conneries. Mais alors j'ai renforcé, donc en fait le fait d'appeler université populaire, c'est juste pour renforcer que les gens comprennent que nous sommes dans une réflexion dialectique, dans une réflexion d'une dialectique aboutie, hein, d'une finesse, que ceux qui pensent que c'est pas vrai, c'est pas famille, qu'ils s'en aillent, que ceux qui pensent que c'est pas leur niveau, qu'ils s'en aillent. Ceux qui pensent que voilà qu'ils ont le droit de venir aussi dire oui mais Kadhafi est un héros, alors sans me donner la définition du héros, sans me dire qu'il y a tel chercheur qui est arrivé à la même définition, sans dégage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc non, je ne critique pas Chéri Samba pour vous avoir emmené à critiquer vous aussi Chéri Samba. Parce que ma critique, c'est la voie de la lumière. C'est pas comme ça que ça marche la démarche académique. La critique permet, le vrai but là à l'intérieur, c'est de vous permettre de comprendre l'analyse artistique, de comprendre l'étude d'un... comment fait-on pour étudier un, un tableau? Comment fait-on pour étudier un tableau? Moi, j'ai commencé avec de la tour. J'étais fasciné. J'ai vu un journal un jour, une encyclopédie. On avait une encyclopédie à l'époque, il n'y avait pas Internet. On avait des encyclopédies à multiples volumes. Donc on avait une grande encyclopédie. Oh, après dire que mes parents avaient acheté en réalité plus pour décorer le salon parce que c'était très beau. C'était du carton de cuir Bordeaux. Et je suis tombé un jour sur Georges de la Tour. C'était magnifique. J'ai vu les tableaux, j'ai vu. Le tableau s'appelle Joseph Charpentier. Mon Dieu. J'ai vu la lumière, comment il représentait la lumière, mais comment on peut peindre ça? Et en regardant la lumière, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses au fond qui étaient plus dans l'obscurité, mais qui existaient. Et j'ai commencé à lire, mais pourquoi il nous cache ça? C'est Joseph, le charpentier, le père de Jésus, qui est avec Jésus. Et Jésus, je crois, tient une lumière pour que Joseph puisse travailler de nuit. Et c'est déjà formidable, le style de peinture, arriver à peindre la lumière du, dans la nuit, dans une maison. Mais c'était peint, mais c'était tellement magnifique. Mais ensuite, j'ai commencé à m'intéresser au personnage. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à l'arrière-plan, ce qu'on n'est pas censé voir. Si, on est censé le voir, mais avec un peu d'effort. Et petit à petit, comme ça, j'ai regardé d'abord tout cet artiste-là, tout ce qu'il a fait autour de la lumière, c'était intéressant. Et j'ai commencé petit à petit à m'intéresser à d'autres artistes. Évidemment, comme tout le monde, on ne comprend pas Picasso, puis j'ai commencé à comprendre qu'il faut lire point par point, et puis il faut faire tout le tour. Avoir sa propre opinion, c'est même mieux d'ailleurs avant d'aller lire l'opinion des autres, ou ce que tout le monde y a vu. Et quand vous allez lire ce que tout le monde y a vu, c'est encore plus formidable parce que vous revenez sur le tableau et vous le contemplez. Et puis j'ai commencé vraiment à profiter de tout ce qu'il y avait musée gratuit. J'ai été gamin, j'avais 15-16 ans en France, parce que je suis arrivé en France bien avant d'être étudiant, mais c'est compliqué à expliquer. J'étais étudiant, donc j'allais regarder les musées, j'allais regarder des trucs, voilà, ça a commencé à m'intéresser. C'était pas devenu un intérêt permanent. Mais enfin, quand je tombais sur une œuvre d'art, ça m'indifférait pas. Je commençais à essayer de lire, je commençais à essayer de les comprendre. Et puis, c'est vrai que j'ai eu une formation aussi qui m'a permis à m'ouvrir à toutes ces questions-là. L'histoire de l'art était optionnelle, je m'étais inscrit, il fallait choisir entre ça ou le grec ancien. Enfin, il n'y avait pas que ça. Ou être spécialiste de la Troisième République française. Enfin, pas spécialiste, mais en option. J'avais des options comme ça. J'avais choisi Histoire de l'art qui m'a aussi aidé à bien comprendre l'art, à la remonter dans toutes les époques et avoir une idée. Et puis depuis, je ne suis pas indifférent. Et puis j'ai bien compris tout l'intérêt de l'art dans une civilisation. En fait, vous vous rendez compte d'ailleurs qu'une société est civilisée lorsque vous avez des œuvres d'art qui commencent à prendre de l'importance chez les gens. Voilà, ça c'est la vérité. Et je ne reviendrai pas souvent sur l'art, mais chaque fois qu'il y aura une occasion, il y aura quelque chose, j'ai un mot à dire. Mon mot ne veut pas dire que c'est mon mot exact, ça ne veut pas dire que c'est mon mot parfait, mais c'est pour pousser à réfléchir et que ceux qui veulent en savoir plus aillent plus profondément, aillent plus loin. Il y a des artistes congolais de talent, de renom. Moi, je viens d'un pays, le Congo, je trouve que le président du Congo, qui n'est pas, qui se fait dire grand bâtisseur, n'est pas si grand bâtisseur que ça, mais bon, il n'a pas, on peut pas dire qu'il a rien fait. Hein. Évidemment, il est resté une quarantaine d'années au pouvoir, il est resté principalement au pouvoir plus que tous les autres. Mais s'il y a une chose sur laquelle il n'a pas aidé le pays, c'est dans l'art. Hein. C'est pas quelqu'un d'art. La seule chose artistique qu'il a faite, c'est la construction de l'IAD, l'Institut africain du disque, qui était vraiment un truc
à la pointe sur l'enregistrement des disques en Afrique. Les gens venaient de partout en Afrique, venaient enregistrer là, mais en dehors de ça, zéro musée, zéro rien, zéro rien. Il n'a pas diffusé la culture de l'art en fait. Donc ce n'est pas lui qui m'a permis en plus d'approcher l'art, mais c'est tous les arts. Hein. On va parler de théâtre, on va parler de toutes les sortes d'art, quand l'occasion se présentera, mais je ne veux pas m'asseoir sur ça. L'idée ici, c'était vraiment d'expliquer toute la dialectique, c'est-à-dire reprendre sur le mot dialectique, parce que ça sera le titre même de cette vidéo, c'est-à-dire la capacité d'une réflexion vraiment costaud, d'un argumentaire vraiment costaud sur les sujets et sur tous les sujets, et le droit à la critique, à toutes les critiques, c'est fondamental pour créer une société, fondamental pour former le citoyen, fondamental pour voir l'avenir, fondamental. Et tout l'inverse, c'est les sociétés qui veulent tuer les soi-disant, comment on les appelait déjà, les soi-disant espions, les soi-disant traîtres, les soi-disant... Alors là, on rentre vraiment dans des sociétés obscurantistes, on n'est pas très loin de... On n'est pas très loin des Khmers rouges hein, qui tuaient tous ceux qui avaient un certain niveau scolaire. On n'est pas très loin de toutes ces sociétés barbares. On n'évolue pas. On n'évolue pas. Et l'Afrique berceau de l'humanité qui dort encore de l'humanité, c'est extrêmement triste. Voilà, je vais m'arrêter là sur ce sujet, sauf soubresaut. Et pour passer directement au deuxième sujet que je viens d'apprendre la nouvelle, du décès de Bamundele Ringo Starr. Alors, je ne suis pas en train de parler de Ringo Starr des Beatles, mais d'un guitariste de la République démocratique du Congo, encore une fois, pays qui m'est cher et qui est voisin du mien, qui est jumeau du mien, et dont nous écoutons la même musique qui s'appelle la rumba, qui a été classée au patrimoine de l'UNESCO, patrimoine immatériel de l'UNESCO, et je suis très attaché à la rumba, qui est une musique magnifique, mais qu'il faut peut-être apprendre à aimer et à connaître, mais qui est très, très en vogue et très populaire en Afrique. Et Ringo Starr était un guitariste hors pair de la rumba congolaise, un guitariste mais de renom, un guitariste non pas hors pair et de renom seulement, mais c'est un guitariste qui a créé une nouvelle rumba. Parce que Ringo Starr, qui a été guitariste pour de grands artistes comme Tabu Ley, comme Koffi Olomide, comme bien d'autres, Bozi Boziana, comme bien d'autres, en fait, il y a une guitare de rumba, parce que la guitare est fondamentale dans la rumba, c'est l'instrument principal. Donc la guitare solo. Donc Ringo Starr, c'était un guitariste et arrangeur. On peut dire qu'il y a eu la guitare avant Ringo Starr, il y a eu la guitare après Ringo Starr. Je ne voudrais pas déranger, parce que j'ai dû reprendre cette vidéo au moment où j'ai voulu vous passer une vidéo. Et donc je vais vous faire écouter quelques morceaux de Ringo Starr, ça sera plus simple. On va commencer par... oh là là, j'aurais dû y penser avant. Il y en a tellement. Dernier coup de sifflet. Voilà, on va commencer par dernier coup de sifflet. Malheureusement, il y aura de la pub. Je suis désolé parce que je suis en train de chercher ça sur YouTube. Voilà, on va commencer par dernier coup de sifflet. Ça vous permettra d'apprécier la guitare de Ringo Starr. L'arrangement et tout, c'est lui. Hein. Là, c'est la guitare de Ringo Starr. Bamundel, Ringo Starr, Italindanda, Asso, Dada. Ça c'est du Ringo Starr 1985 je crois. Et ça aussi c'est du Ringo Starr, toujours avec Papa Wemba. Ça c'est sa guitare solo. Il y aura vraiment une guitare avant et une guitare après Ringo Starr, incontestablement. Ça c'est proclamation de Papa Wemba.
Ça, c'est Ringo Starr également. Écoutez l'entrée en matière, avec Koffi Olomide cette fois-ci. Alors, juste pour vous donner une petite comparaison, voilà à quoi ça ressemblait. Je vous mets une célèbre chanson de l'orchestre OK Jazz. Voilà, juste pour vous donner une idée de ce que ça ressemblait. La guitare rumba avant lui. Ça, c'était avant lui, ça, c'est un autre guitariste. Voilà. Et un autre Ringo Starr. Je vous lance un autre Ringo Starr. Ça, c'est avec Billy Abel, un grand succès. Pour finir, donc un petit morceau de Enrique, toujours Ringo Starr avec Koffi Olomide. Arrangement et guitare. Écoutez l'arrangement. Il y a une balade que je fasse. Voilà. On va sortir avec cette belle balade qu'il va nous faire dans cette chanson.
Rip l'artiste, Rip Bamundele Rigobert, dit Rigostar, pour essayer d'imiter le grand chanteur anglais, mais je crois que Bamundele Rigobert a eu plus d'impact sur la rumba congolaise que n'en a eu Rigostar sur le pop anglais. Ça, sincèrement, Rip l'artiste, pas grand chose à dire. Ben, c'est la vie, c'est dommage. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce direct. Encore une fois, soyez nombreux, partagez. Que ça aille loin, que nous soyons nombreux, nous n'allons pas être quelques-uns à profiter. C'est pas facile. Vous savez, moi, je dis souvent que moi, je suis comme l'église catholique. Et les autres sont comme les églises de réveil. Ils vous promettent des miracles, les morts vont se réveiller, les handicapés vont marcher, les sourds-muets vont parler. Bon. Nous, on ne promet pas ça, on dit la vérité du monde telle qu'elle est. C'est pas alléchant, c'est pas. Ça ne déplace pas les foules, c'est pas ce qu'on attend, mais enfin, faisons un petit effort, on sera quand même un peu plus nombreux que ça, parce que c'est tout ce que j'attends, c'est que on ne soit pas une rareté à partager cela, et je vous remercie pour venir suivre dans ce qui va devenir bientôt l'université populaire. Merci beaucoup. Et de poser vos questions, de participer, de commenter, de répondre aux gens qui racontent des niaiseries en bas. Merci beaucoup, ça va beaucoup nous aider, beaucoup nous servir. Et ceux qui peuvent être inscrits sur plusieurs sites à la fois, de ne pas hésiter. Donc, il y a TikTok, il y a Facebook, il faut venir nous renforcer ici. Voilà. S'abonner, pas seulement aller jeter un coup d'œil de temps en temps, s'abonner, liker, partager, c'est très important, ça va nous permettre d'avoir de la visibilité. Merci beaucoup à vous, merci à tout le monde et à très 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 bientôt. Ciao.